Une démocratie dont le pouvoir en place songe à réintroduire la peine de mort. Le Brexit, qui augmente le pouvoir d'achat des frontaliers irlandais. Bonjour et bienvenue dans ce 5e numéro de votre magazine hebdomadaire 7 sur 7 sur CRDI.tv. Des bombes et encore des bombes. Cette fois-ci, point d'Europe ou de Moyen-Orient. Direction l'Asie, où la Thaïlande vient d'être secouée par une série d'explosions qui restent heureusement loin du lourd bilan des attentats meurtriers de Bangkok d'août 2015. À ce jour, comme c'est localement souvent le cas, il n'y a aucune revendication. Dans un pays où les conflits commerciaux et politiques se règlent souvent par des jets de grenades ou autres engins explosifs, il est à ce jour très difficile de déterminer la nature exacte de ce qui secoue actuellement le pays. Un sujet proposé par Cédric Fievet et préparé par l'ensemble de la rédaction. Au moins 4 personnes ont été tuées dans l'explosion en série de bombes jeudi et vendredi en Thaïlande, notamment dans la station balnéaire touristique de Hua Hin. C'est au total 11 bombes qui ont explosé dans 5 provinces du sud du pays. La ville de Hua Hin est la plus touchée. 2 bombes artisanales dissimulées dans la rue ont explosé à 30 minutes d'intervalle dans une zone proche de la plage où se situent de nombreux bars et restaurants fréquentés par les touristes. Une vendeuse de rue est morte et parmi la vingtaine de blessés, 10 sont étrangers, selon un dernier bilan de la police. Le lendemain de cette explosion, un nouveau double attentat a eu lieu dans le même quartier et a provoqué la mort d'une deuxième Thaïlandaise. Dans la ville de Surat Thani, à 400 km plus au sud, c'est une employée municipale qui a été tuée peu après l'explosion d'une bombe. À Phuket, la plus célèbre station balnéaire de Thaïlande, seul un blessé léger est à déplorer, mais le lieu choisi est symbolique, une des plages les plus célèbres du pays, Patong. Dans une conférence de presse, la police thaïlandaise a révélé quelques détails et a également déclaré qu'un homme était recherché pour son éventuelle implication dans l'une des explosions. Nous avons besoin de temps pour prolonger l'enquête, pour savoir qui se cache derrière les attaques, le cerveau ou le bailleur de fonds. Le tribunal a émis un mandat d'arrêt contre un homme impliqué dans l'incident de Phuket. Nous essayons toujours d'identifier la personne qui a perpétré les incidents dans les autres provinces. Quant aux blessés, 14 personnes sont encore hospitalisées, mais elles ne sont pas dans un état critique. Le chef de la junte militaire thaïlandaise, le général Pravut Chan-o-cha, a quant à lui dénoncé une volonté de semer le chaos. L'ex-première ministre Yingluck Shinawatra, dont le gouvernement a été renversé par les militaires en 2014, a également dénoncé la série d'attentats. 3 semaines après le terrible attentat qui a frappé l'aéroport d'Istanbul, la Turquie est confrontée à l'une des plus dures épreuves que peut endurer une démocratie. Une tentative de prise de pouvoir par les militaires. Arrestations, détentions arbitraires, purges administratives et médiatiques. Les réponses du pouvoir en place sont rapides, ciblées et très musclées. Sans détour, le président Erdogan a parlé de la réintroduction de la peine de mort. Peine de mort qui elle-même avait été abolie en Turquie en 2002, au moment où le pays faisait moult réformes pour montrer patte blanche lors de ses négociations d'adhésion à l'Union européenne. Il est donc normal que l'Union européenne, notamment via l'Allemagne, ait fait savoir à la Turquie que la réintroduction de la peine de mort signifiait l'arrêt des négociations d'adhésion de la Turquie à l'Union européenne. Un sujet proposé par Cédric Fievet et préparé par l'ensemble de la rédaction. Lors d'un discours prononcé depuis son palais présidentiel à Ankara, le président turc Erdogan a de nouveau défendu sa position sur le rétablissement de la peine de mort en Turquie, après le putsch raté du 15 juillet dernier. Il a notamment justifié son projet par la situation du pays suite au putsch, mais aussi par les nombreux attentats qui ont frappé la Turquie ces derniers mois, qu'ils aient été commis par le PKK ou par Daesh. N'importe quel pays d'Europe qui subirait pendant quelques mois autant d'attaques terroristes du PKK ou de Daesh rétablirait la peine de mort. Et ils établiraient un état d'urgence permanent. Il a également répondu aux critiques, notamment celles des chefs d'État européens critiquant le projet de rétablissement de la peine de mort. Ils ne tolèrent même pas que l'on tienne ce débat. Qui? L'Europe. Mais n'est-il pas logique que l'on puisse avoir ce type de débat après un coup d'État aussi sanglant? Les dirigeants de l'Union européenne avaient d'ores et déjà déclaré que le rétablissement de la peine de mort bloquerait complètement les négociations pour l'adhésion de la Turquie à l'Union européenne,
Ce à quoi le président Erdogan avait répondu que son pays avait aboli la peine de mort en 2004 et que cela n'avait rien changé dans les négociations avec l'Europe. Étant donné que vous réclamez la peine de mort, c'est au Parlement turc de prendre cette décision. Une fois que notre Parlement aura pris la décision, les étapes qui suivront sont claires. S'il faut l'approuver, c'est côté du Parlement. Moi, je l'approuve. Néanmoins, Erdogan aura besoin de l'accord du Parlement, qui devra se mettre d'accord sur le fait de modifier ou non la Constitution et réinstaurer la peine de mort. Si les deux principaux partis d'opposition se sont déclarés contre, l'AKP, parti du président, a d'ores et déjà reçu le soutien des ultranationalistes du MHP. Les fluctuations monétaires entre la livre sterling et l'euro présagent-ils un retour du serpent monétaire européen ou de son successeur, le système monétaire européen, système qui tentait de limiter les fluctuations de taux de change entre les membres de la communauté économique européenne? S'il n'est pas nouveau que des consommateurs d'un ou plusieurs pays membres de l'Union européenne profitent d'un taux de change avantageux pour aller consommer dans un pays voisin, ce n'est encore pas le cas pour un pays à la communauté et à la monnaie encore forte il y a peu et qui s'apprête à faire le chemin inverse, à savoir celui d'une sortie de l'Union européenne. Les consommateurs irlandais, les seuls à avoir une frontière physique avec la Grande-Bretagne, ne s'y sont pas trompés. Un sujet proposé par Antoine Moll et Eva Dept et préparé par l'ensemble de la rédaction. Devant ce bureau de change, les files d'attente sont désormais monnaie courante depuis que les Britanniques ont voté pour sortir de l'Union européenne. Profitant d'une livre sterling en forte baisse face à l'euro, les habitants de la République d'Irlande sont plus nombreux à se rendre en Irlande du Nord depuis le mois de juin. Une simple formalité depuis l'abolition en 1993 des contrôles douaniers sur les 500 km de frontières. Aujourd'hui, j'ai acheté un article un peu volumineux, un ordinateur qui coûtait environ 550 € près de chez moi. Et je l'ai eu ici pour 299 livres. C'est exceptionnel. La ville de Newry, en Irlande du Nord, se trouve à quelques kilomètres seulement de l'unique frontière terrestre du Royaume-Uni avec l'Union européenne. Ce centre commercial a vu le nombre de ses clients venus d'Irlande augmenter de 10% depuis le début de l'été. Mais les entreprises plus modestes comme celle-ci doivent faire face à une hausse de leurs dépenses. Les marchandises en provenance du Sud sont désormais plus chères à importer. Une situation qui pourrait encore s'aggraver lorsque la sortie du Royaume-Uni sera effective. Quel type de contrôle va-t-il y avoir à la frontière? Est-ce qu'il y aura des droits de douane, des prix imposés sur les biens qui traversent la frontière dans les deux sens? Près de 200 000 emplois en Irlande dépendent des échanges avec le Royaume-Uni. En plus de l'impact économique, les habitants des deux Irlandes craignent qu'un retour physique de la frontière réveille les fantômes du conflit entre unionistes et nationalistes. Pour notre clin d'œil de la semaine, direction Sucre, la capitale de la Bolivie, où un randonneur a récemment découvert la plus grosse empreinte de dinosaures carnivores jamais découverte dans le monde. Cette empreinte, qui mesure 1,20 m de long, appartiendrait à une espèce carnivore disparue depuis 70 millions d'années, l'Aberlisaurus. L'Aberlisaurus qui ressemblait comme deux gouttes d'eau au tyrannosaure. Les scientifiques ne disposent de l'Aberlisaurus qu'un crâne exposé actuellement au musée provincial de Chipoleti en Argentine. Grâce à lui, ils ont pu réaliser un portrait robot de l'animal, et la découverte de cette nouvelle empreinte pourrait leur permettre de confirmer leurs hypothèses concernant sa taille. Jusqu'alors estimée entre 6,50 et 9 mètres, la hauteur du spécimen qui a laissé celle-ci pourrait atteindre les 12 mètres. L'histoire ne dit pas si Colin Trevorrow et Chris Pratt, respectivement réalisateur et acteur principal de Jurassic World, ont déjà annoncé leur venue. Ainsi s'achève ce 5e numéro de 7 sur 7 que j'ai pris un grand plaisir à vous présenter. Il me reste à vous souhaiter une excellente semaine. Toute l'équipe de la rédaction de CRDI vous retrouvera avec plaisir dès samedi prochain pour un prochain numéro de 7 sur 7. En attendant, n'hésitez pas à nous envoyer vos messages et avis via l'adresse email 7sur7@crdi.tv. L'actualité continue et en continu. C'est aussi via notre compte Twitter CRD News. Merci et à bientôt.